Salut vos terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens pris de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères contre d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés, oui pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir serait d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais C'est parfait. Donc le son est bon. Donc bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des fêtes de Noël très agréables et que vous passez également de joyeuses fêtes des Lumières, vu que nous avons commémoré aujourd'hui, le 28, la fête des Lumières. Et également, depuis le 26, nous célébrons la Kwanzaa, qui est une fête tamite qui nous permet ainsi de pouvoir célébrer sur 7 jours durant les valeurs fondamentales de notre communauté. Donc nous avons, pour le jour introductif, célébré la valeur Umoja, donc l'union. Ensuite, c'était à l'autodétermination. Et aujourd'hui,
c'était, il me semble, euh, le travail collaboratif et surtout le sens de la responsabilité. Voilà. Euh, et ça va continuer jusqu'au 1er janvier 2020. Et je veux vraiment euh, souhaiter donc de bonnes méditations à nous tous pour que, au-delà même de l'aspect festif, ces valeurs, ces principes fondamentaux soient des valeurs qui vont nous permettre de pouvoir travailler à relever tous ensemble l'Afrique, travailler à relever tous ensemble notre communauté. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes le samedi 28 décembre 2019 et c'est donc le jour de mon anniversaire, mon 41e anniversaire. Et je tiens donc à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire, que ce soit le 25 décembre comme aujourd'hui. Comme j'ai pour habitude de faire, je voudrais que vous me permettiez, avant de m'adresser à vous pour vous transmettre le message principal de ma prise de parole citoyenne de ce jour, eh bien, je voudrais que vous me permettiez de nommément dire un merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire à travers ce mur Facebook, mais également à travers ma messagerie et également à travers euh, mon autre compte Facebook, donc le compte personnel Kwadio Kwame. Donc je voudrais ainsi remercier sincèrement les personnes qui ont publié un message sur mon mur. Donc, je commencerai par, oui, Niamke Habib Kwame, merci, merci beaucoup. Mon frère Yves Le Saint, merci. Mon frère Benson Israël, merci, merci pour vos vœux. Je voudrais également dire un grand merci à mon frère Dofarel Kandinga. Je vais poursuivre également le frère Jean-Paul Van Hove. Merci. Étienne Nguessan, merci, merci beaucoup pour vos vœux. Yves Crispin Nsiala, merci, merci beaucoup. Et à Malik Ba, je vous remercie du fond du cœur. À Soutaï, merci, merci beaucoup pour tes vœux. C'est vrai que j'ai déserté les pistes de salsa, ça fait quelques années, mais ça fait plaisir de me remémorer ces instants-là. Merci, frère Jules Sama, pour tes vœux. À mon frère Ned Noll, merci pour tes vœux. Au frère Jacques Tourteau, merci beaucoup pour vos vœux. À Mouimam, merci, merci beaucoup. Apollos Dakouri, merci infiniment pour vos vœux. Nkatex Léa, merci, merci beaucoup. Carmen Ni, merci. Merci. En tout cas, bonne chance à nous tous. À Camille Tonkama, merci beaucoup.
À Bassiri Sanogo, merci du fond du cœur. Euh, il y a également Toreflo, merci beaucoup. Et à mon ami euh, Alain Philippe, Pipou, merci beaucoup. À mon frère Emilien Missouma, merci, merci beaucoup. Euh, à ma sœur Eve Padonon, merci, merci pour tes vœux. Euh, à Rebecca Singer, merci, merci beaucoup. Merci infiniment. À Kwale, merci, merci infiniment pour tes vœux. À Sarah Otto Saint-Paul, merci, merci pour vos vœux. À Kemaï Prod, merci mon frère, ça me va tout droit au cœur. Et je pense que je n'oublie personne pour l'instant. Voilà, et je vais regarder aussi sur mon autre compte Facebook toutes les autres personnes qui m'ont souhaité donc leurs vœux le 25 décembre pour le coup. Voilà, je vais dire merci à Hubert, Marlin et Lingui Junior. Je vais dire grand merci à mon frère Yves Samba. Je vais dire grand merci à mon frère Godson Wise. Et je vais également dire un grand merci à, on dit 3 amis. Voilà, donc le compte y est, je crois, pour ici. Et à ceux qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire par SMS, je pense notamment à Bettina Massango, merci beaucoup. À Adjoa aussi, merci, qui m'a appelé. Voilà, je pense que à tous ceux qui me souhaiteront en tout cas bon anniversaire, qu'ils aient eu le temps de le manifester ou en tout cas de le penser. Je vous remercie en tout cas par avance et je vous dis en tous les cas que nous sommes ensemble et sachez que je ferai en sorte d'être à la hauteur de notre amitié et je veux aussi en ces temps de fin d'année vous retourner en tout cas mes meilleurs vœux de fête de fin d'année. On a déjà passé la Noël et on va passer le nouvel an. Ça va être une nouvelle année qui va démarrer. Ça va être une année de défis. Il y aura de nombreux défis à relever ensemble, à la fois individuellement mais aussi collectivement. Donc, je vais souhaiter dans un premier temps un joyeux, en tout cas de joyeuses fêtes de réveillon à tout le monde. Et puis, je veux vraiment du fond de mon cœur vous adresser toutes mes bénédictions et vous dire tous mes vœux de santé et de succès pour cette année qui vient dans toutes vos entreprises et dans surtout tout ce que vous aurez à entreprendre pour le bien collectif. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour nous en ces temps que nous vivons aujourd'hui, de vraiment travailler à ce que le bien puisse prévaloir dans nos espaces de vie en commun, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau également de notre vie citoyenne,
nous devons vraiment faire en sorte d'avoir un impact positif dans ces espaces-là. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour tous vos vœux. Et puis, bon, contrairement mes, à mes habitudes, c'est vrai que cette année, pour fêter mon anniversaire, je me suis beaucoup reposé et j'ai passé du temps, comme d'habitude, à vous lire, à aussi suivre les activités qui sont passées et qui ont émaillé toute cette journée. Je tiens vraiment à adresser mes gratitudes à tous ces frères et sœurs qui ont célébré aujourd'hui à Paris la fête des Lumières, avec vraiment des interventions qui sont très très importantes pour nous, qui nous permettent de nous replonger dans, en tout cas, une nouvelle perspective des choses par rapport à ce que ça peut impliquer la renaissance. Quand on parle de renaissance africaine, quand on parle de nous relever en tant que peuple, eh bien, cela ne peut se faire sans la réappropriation de ce que nous sommes, de nos cultures authentiques, de ce qui a fait de nous, depuis toujours, un peuple riche en civilisation, un peuple fort. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de reconquérir ces espaces de nous-mêmes que nous avons malheureusement par la force des choses désertés. Je veux dire les espaces de nos cultures authentiques. Eh bien, nous devons les réinvestir, ces espaces-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que je veux placer cette année 2020 qui vient sous les auspices de la renaissance culturelle africaine qui, d'après moi, doivent être célébrées comme un acte accompli et irréversible. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fondé le Festival international des arts nubiens, donc le Nubiad Festival international, que je suis en train de préparer, et je voudrais vraiment que ce soit un événement marquant pour notre communauté pour cette année 2020 qui vient. Donc c'est un festival qui va se dérouler du 17 au 19 juillet, et je veux vraiment associer tous les acteurs de premier plan de la culture africaine authentique afin que cet événement soit de la plus grande réussite et qu'il soit surtout fondateur d'une institution qui va ainsi pouvoir se perpétuer dans le temps afin de donner aux Africains de la diaspora, mais aussi aux Africains du continent, eh bien, toute la quintessence de ce qu'est nos cultures, de ce que représentent nos cultures ancestrales. Et c'est pour cela d'ailleurs que, naturellement, l'ancrage nubien s'impose pour nous, parce que
euh, la Nubie me paraît être le berceau de nos cultures euh, ancestrales telles que nous avons, pour nous qui avons grandi au village, nous avons pu euh, effectivement en recevoir euh, en tout cas des éléments importants. Euh, ce qui concerne notamment la culture de la solidarité, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, chevillé à nos âmes en tant qu'Africains, quel que soit l'endroit du globe où nous nous trouvons, eh bien, ce sentiment de solidarité, euh, ce sentiment d'appartenance à une communauté, bien qu'ayant été mise en difficulté par les conditions dans lesquelles nous avons dû vivre au cours du temps, eh bien, c'est un sentiment qui est toujours présent en nous et qui se manifeste à travers des legs culturels qui, jusque dans les Antilles, subsistent encore aujourd'hui. Je veux parler, par exemple, des traditionnels coups de main qui sont organisés régulièrement dans les îles. Je veux parler également de tous ces legs culturels que constituent les tontines que nous avons l'habitude de faire et qui marquent ainsi cette solidarité naturelle que nous avons euh, dans notre ADN en tant qu'Africains. Euh, je veux parler aussi du rythme, le rythme qui est un des fondements de nos cultures, euh, de nos modes d'expression. Et je veux également parler de la sculpture, de tous les domaines de l'art, notamment euh, euh, les chants, les, les, les poésies. Voilà, c'est vraiment la peinture, et bien, tous ces éléments-là qui sont des valeurs africaines, eh bien, je veux vraiment que pendant ces festivals, euh, donc des arts nubiens, eh bien, les mettre euh, en valeur. Voilà, donc je veux vraiment vous inviter pour toutes les personnes qui sont intéressées à s'impliquer pour que nous puissions réussir cette manifestation-là. Donc, comme je le disais, l'année 2020 va être une année de défis. Ça va être une année où euh, nous aurons effectivement des combats à mener. Nous menons déjà des combats aujourd'hui et pour cette année qui vient, les choses vont être beaucoup plus prononcées et nous aurons besoin d'être forts. Nous aurons besoin d'être forts, nous aurons besoin d'être proactifs et de développer une vision globale des choses. Parce que, justement, après avoir passé toutes ces dernières années à nous observer à travers les réseaux sociaux, et aussi dans la vie, dans la vraie vie, à m'observer aussi moi-même, eh bien, je me suis rendu compte que nous sommes faibles parce que notre vision des choses est parcellaire, en fait. Notre vision des choses n'est pas complète. Et ça fait que
nous sommes en fait des instruments qui sont à la disposition des forces exogènes qui sont ainsi capables de faire de nous ce qu'elles veulent, de faire de nous des agents de leurs intérêts exclusifs. Eh bien, pour cette année qui vient, j'ai une ambition, c'est de jouer toute ma part, de jouer ma partition pour que cette vision globale que nous devons développer, eh bien, elle puisse être vulgarisée, et non seulement vulgarisée par par les efforts que je ferai personnellement, mais vulgarisée par les efforts que nous aurons à faire collectivement aussi. Et c'est pour cela que j'ai fondé le média afropolitics.com afin que nous puissions bénéficier d'un espace de création de contenu, de promotion de contenu qui nous permettent de développer cette vision plus globale des choses, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau de nos cultures, que ce soit au niveau de la politique nationale, internationale, qui touche l'Afrique ou le monde, et surtout que ce soit au niveau de nos actualités citoyennes. Voilà. Que nous puissions nous réapproprier nos enjeux et que nous puissions faire connaître au monde nos points de vue en tant que citoyens africains. Et il est vrai que chaque fois que nous avons été en capacité de parler, de faire entendre notre voix citoyenne, il y a toujours eu des résultats positifs. Pour moi donc, le vrai défi que nous avons à relever ensemble, c'est de développer davantage d'espace pour faire entendre nos voix citoyennes. Que ce soit sur des sujets politiques qui touchent donc à la vie de nos pays, ou que ce soit des sujets qui touchent à nos vies, à la vie de nos communautés, eh bien, nous devons prendre toute notre place dans ces débats-là afin de ne pas être juste des spectateurs de notre destin, mais des acteurs à la fois de notre destin individuel, mais aussi de notre destin collectif en contribuant à fabriquer l'information, en contribuant à construire notre conscience collective. Et cela, il va de la responsabilité de chacun. Je vais, sur l'année qui vient, prendre des dispositions pour que cette émission que j'ai souhaité fonder le Parlement social panafricain puisse se dérouler et que nous puissions prendre la parole en tant que citoyens et faire entendre nos voix à qui de droit. Donc, c'est également un rendez-vous que je prends avec vous, avec l'opinion de Facebook, mais aussi avec l'opinion du monde entier, vu que Afropolitis est un média sur Internet, donc qui dit Internet dit le monde entier. J'ai également, sur cette année qui vient, prévu
de m'impliquer davantage dans les débats politiques qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Je sais que ça fait depuis quelques années que je suis actif sur les réseaux sociaux euh, pour faire aussi entendre ma voix et surtout euh, chercher à comprendre la situation dans laquelle nous sommes, sans a priori, mais avec le souci constant d'avoir un regard qui est non seulement objectif, mais qui est impliqué. Parce que je pense sincèrement que c'est à nous de décider qui nous sommes. Et c'est à nous de décider qui nous voulons être. Or, toute la bataille politique que nous observons ces derniers jours dans nos pays africains, c'est on va dire une bataille médiatique pour en fait occuper tout l'espace de tout l'espace médiatique, n'est-ce pas, avec des sujets qui, par leur nature même, empêchent les peuples de réfléchir à ce qu'ils veulent devenir, à ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Donc on parle aujourd'hui de terrorisme, on parle aujourd'hui d'élections qui vont être hyper personnalisées, centrées sur des personnes, sur des clans, sur des jeux d'intérêt. Et la pression va être mise à son maximum afin que nous puissions, n'est-ce pas, avec comme une épée de Damoclès qui plane sur nos têtes, choisir un candidat plutôt qu'un autre pour éviter que nous ne sombrions. C'est à peine caricatural quand je décris les choses comme ça. Mais cette année 2020 qui arrive, les peuples africains auront le plus grand défi qui se pose à eux à relever. Quel modèle de société voulons-nous? Est-ce que, en tant qu'Africains, est-ce qu'on a le droit de réfléchir à ces questions? Est-ce que, en tant qu'Africains, qu'on soit malien, qu'on soit ivoirien, qu'on soit de Guinée, du Cameroun, est-ce que nos populations ont le droit de réfléchir, de s'interroger sur le modèle de société que nous voulons?
tout se passe aujourd'hui comme si l'enjeu fondamental pour nous, c'est la démocratie telle que ça a été imposé dans nos systèmes politiques. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui arrive aux pays voisins, quel que soit ce qui nous est arrivé tout au long de notre histoire, les choses se passent comme si les populations africaines n'ont pas le droit de se prononcer sur les modèles de société que nous voulons pour nous-mêmes, pour aussi les générations futures. Ça va être un vrai enjeu pour nous, cette année 2020, parce qu'il va falloir que tous les Africains conscients de ces enjeux-là se mobilisent pour que nous puissions reprendre la main sur ces sujets. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire et en 2010, on a été spectateur des choses. On a essayé autant qu'on a pu de faire en sorte que la guerre n'ait pas lieu dans notre pays. Nous avons observé, impuissants, la destruction de notre pays. C'était une vraie guerre qui s'est abattue sur notre pays en 2010 suite à un litige électoral. Un litige électoral suite auquel des fils de notre patrie ont demandé en mondovision qu'il y ait la guerre plutôt qu'il y ait un recomptage de voix pour résoudre pacifiquement cette crise. Contrairement à ce qui aurait été de la plus grande logique s'il s'était agi de pays occidentaux. Alors, plus de 16 000 de nos concitoyens ont été sacrifiés sous les bombes des armées en belligérance, dont l'armée dite des forces nouvelles, qui a fait face à l'armée de Côte d'Ivoire, donc l'armée régalienne de Côte d'Ivoire, les Fancy. Il y a eu également dans la belligérance
l'armée française qui, au plus fort de la crise, pour faire basculer les choses, a dû être obligée de mouiller la chemise et de capturer le président de la République de l'époque, le président Laurent Gbagbo. La présidence de notre pays a été bombardée. Les institutions de notre pays ont été également rasées, quasiment. Donc, la crise qui s'est produite pour des questions électorales en 2010 était une crise sévère pour notre pays. C'est une crise qui a coûté énormément à notre pays, en vies humaines, aussi à notre économie, et également à notre vivre ensemble. Nous avons vécu la terreur en Côte d'Ivoire pour des questions électorales en 2010. Nous avons vécu la terreur. Les Ivoiriens ont vécu la terreur. Beaucoup ont perdu leurs parents. Leurs amis, leurs femmes, leurs enfants. Beaucoup ont perdu tout ce qu'ils avaient comme ressources. Parce que n'étant pas du bon camp. Alors, la Côte d'Ivoire a eu une chance, si je peux appeler ça ainsi, une chance exceptionnelle d'avoir pu porter le débat sur la scène internationale au niveau du tribunal pénal international à La Haye. Une procédure judiciaire qui a duré plus de 7 ans avec plus de 80 témoins, si je ne m'abuse, qui sont passés pour justement faire valoir leurs accusations. Et le verdict est tombé. Les accusés principaux ont été acquittés. Cela veut dire, en toute logique, que les responsables de ces crimes qui ont été commis, ces crimes contre l'humanité, n'étaient pas ceux qui ont été jugés pendant ces 7 dernières années. Alors, ça veut dire que la justice, puisque c'est la voie qui a été choisie par le régime du président
Alassane Ouattara, eh bien, la justice reste à faire sur la mort, sur la guerre qui a été imposée à notre pays pour régler cette question électorale. Contre toute attente, plutôt que de poser clairement ces débats pour que notre pays puisse chercher à résoudre les causes profondes qui ont mené à cette dramatique guerre. Aujourd'hui, on nous enjoint d'oublier tout ce qui s'est passé, d'oublier les milliers d'Ivoiriens qui sont morts, et on convoque même notre mémoire, notre souvenir pour commémorer la mort des 7 femmes d'Abobo, pour commémorer la mort de 9 soldats français. Et cela semble ne pas préoccuper les Ivoiriens. Je nous observe. Aujourd'hui, les partis politiques sont pressés pour aller aux élections. Ils veulent en découdre. On va aller aux élections, on va s'associer, et comme ça, on va tous se mettre derrière quelqu'un, et puis celui qui va être qui va arriver en premier, celui-là qui va l'emporter, et comme ça, on remporte les élections, et puis, bon, on peut remettre les choses à l'endroit. C'est cela, le débat politique qui prévaut aujourd'hui dans les sphères politiques, dans les sphères de nos partis politiques. C'est une question de commission électorale indépendante, c'est une question d'échéance électorale, c'est une question d'arrangement politique, etc., etc. Ils ne veulent pas que la population ivoirienne réfléchisse. Ils ne veulent pas que notre pays prenne son destin en main. Sinon, comment peut-on considérer, quand on est responsable politique, après ce qui s'est passé, après le développement qui s'en est suivi, comment peut-on considérer que
aujourd'hui, ce que nous avons à faire de mieux, c'est des élections. La Côte d'Ivoire réclame justice. La vérité, la justice. Sans la justice, notre pays va continuer à se fragiliser. Depuis les années 90, nous avons déplacé les problèmes politiques au gré des arrangements politiques, des intérêts des uns et des autres. Comme certains diraient, nous avons poussé la poussière sous le tapis pour éviter de nous salir les mains à devoir nettoyer vraiment pour que la maison soit propre. Nous avons besoin, cette année-là, 2020 qui arrive, nous avons besoin vraiment, non pas seulement de nous réconcilier sur la base de oui, c'est la faute à tout le monde et on est frères, on s'embrasse et puis c'est fini. On tourne la page. Nous avons besoin de non seulement nous rassembler autour de la vérité, mais nous avons besoin de justice pour réparer les torts, quelles que soient les victimes de cette crise. Nous devons non seulement les identifier de la façon la plus précise possible, mais nous aurons besoin aussi de les honorer comme il se doit. Le sang versé dans notre pays, sur notre sol, crie justice. Et c'est la Côte d'Ivoire qui doit honorer ses morts. C'est la Côte d'Ivoire qui doit faire ce travail. Ce n'est pas à la France de faire ce travail à notre place. Si nous sommes des êtres dignes, si nous sommes un peuple digne et fier, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur nos morts, quel que soit leur bord. Alors aujourd'hui, j'observe quand même qu'il y a du mieux parce que la vérité commence à petit apparaître au grand jour. Avec cette
crise orchestrée, comme moi je le vois de ma position, de cette crise orchestrée entre le président Ouattara et le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, eh bien, nous voulons la vérité. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de la vérité pour pouvoir se réconcilier sur des bases de justice. Et c'est pour cela que j'ai proposé une démarche de réconciliation que j'ai appelée l'algèbre du pardon. Cela fait quelques années que j'en fais la promotion. Eh bien, je dis que cette année-là, je ne vais pas rester les bras croisés à voir mon pays partir encore dans la mauvaise direction. La Côte d'Ivoire nous appelle tous à son chevet. J'avais demandé aux partis politiques, il y a de cela plus d'un an, de se rendre compte à l'évidence qu'au point où nous sommes arrivés, il n'est pas question de faire un bilan de campagne pour dire que moi j'ai mieux gouverné que toi parce que toi tu as en 10 ans tu n'as pas fait grand-chose. Moi en 2 ans j'ai créé le paradis sur terre, etc., etc. Ce n'est pas ce genre de débat dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de faire un vrai débat de société afin que les Ivoiriens puissent décider quel genre de modèle de société nous voulons. Est-ce que le modèle de société que nous voulons, c'est la promotion de la corruption? Est-ce que le modèle de société que nous voulons, c'est ces institutions-là post-coloniales dont nous avons hérité et que nous n'avons jamais réussi à comprendre réellement leur fonctionnement et qui nous ont entraînés dans cette impasse politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous, Africains, nous sommes dotés de cerveau et que nous sommes capables de réfléchir aux institutions que nous voulons pour nous-mêmes et qui sont en accord avec qui nous sommes? Est-ce que, une fois pour toutes, la France a inventé la démocratie pour le monde entier et que de ce fait-là, aucune autre possibilité ne peut se dégager pour permettre à nos pays de vivre leur vie en toute souveraineté?
nous avons besoin de constitution, on fait venir des étrangers pour pouvoir rédiger dans le français de Molière les constitutions que nous voulons. La constitution qui est la plus adaptée à nous, sans consulter le peuple. On finit de rédiger la constitution, on finit de l'imposer au peuple. Dans la seconde qui suit, on viole cette même constitution parce qu'on n'a pas pris le temps de vraiment en parler en associant les populations, de vraiment savoir qu'est-ce que nous voulons. Les députés en prison. Et ça, c'est devenu maintenant monnaie courante. Sans aucune forme de procédure. On ne cherche même pas à lever leur immunité parlementaire avant. On les prend comme des citoyens lambda, on les jette en prison, à la moindre contrariété. La même constitution dans laquelle on a écrit que on ne peut pas contraindre les Ivoiriens à rester en exil. Cette même constitution est violée lorsque l'État de Côte d'Ivoire décide que des prisonniers politiques qui ont été libérés, acquittés, ne doivent pas rentrer dans leur pays. On viole cette même constitution lorsque on écrit dans cette fameuse constitution que nous nous dotons d'un poste de vice-président et que le vice-président, il est élu avec son nom sur la même liste que le président. Comme aux États-Unis, évidemment, ça se fait. On a voté la Constitution au forçat et dans la seconde d'après, on l'a violée. Et pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas nous qui avons rédigé cette Constitution. Parce que si on avait pris le temps de rédiger une Constitution qui nous ressemble, une Constitution qui est calquée sur notre réalité sociale, on n'aurait pas à subir cette anarchie qui met à mal la stabilité et le développement de notre pays. Les partis politiques veulent aller aux élections parce que c'est un moment idéal, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont sillonner toutes les capitales du monde pour prendre de l'argent de Pierre, de Paul, afin de se faire financer pour battre leur campagne. Et une fois qu'ils ont fini de battre leur campagne, qu'ils ont fini de remporter des élections s'ils ont été chanceux, alors ils travaillent pour les forces étrangères qui ont financé leur campagne. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Les populations africaines doivent comprendre
dans quoi nous sommes. Le vrai problème dans nos pays, ce sont les partis politiques, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Les vrais problèmes dans nos pays, c'est dû au fait que nos dirigeants, les dirigeants que nous nous donnons, rêvent de tout, sauf d'être africains. Ils veulent une Afrique qui ne soit pas africaine. Ils veulent une Afrique qui est française. Et cette Afrique-là, elle ne peut être construite que par des Français. Et c'est la raison pour laquelle tous les secteurs économiques clés de nos pays sont attribués de façon monopolistique à des multinationales françaises, pour la plupart. Il y a un problème de vision. Et ce problème, je ne peux pas laisser passer cette élection-là en faisant semblant que, oui, les partis politiques vont pouvoir en parler. Et après me retrouver avec la conscience troublée. Alors oui, je me sens appelé par mon pays. Je veux prendre toute ma part dans les débats politiques qui vont se passer en 2020. Parce que nous ne pouvons pas sortir d'une crise aussi terrible que celle que nous avons vécue et faire l'autruche, éviter de réfléchir, vouloir que le président Macron vienne faire notre travail à notre place. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui risque de se passer. Cette année sera différente parce que, pour moi, il s'agit de montrer à la fois aux Ivoiriens, à la fois aux Africains, à la fois aux Français et au monde entier qu'une autre vision du monde est possible. La vision d'une Afrique impotente, sans substance,
et une Afrique qui est à la merci des intérêts étrangers, sauf de ses propres intérêts. Cette vision-là de l'Afrique, nous devons ensemble travailler à la faire, à la détruire. Il faut que nous détruisions cette vision d'une Afrique appauvrie, d'une Afrique incapable de se transformer, de transformer ses ressources, de faire travailler le génie de son peuple pour son propre développement. Nous ne pouvons pas nous permettre de louper ce coche parce que désormais l'impérialisme ne sera pas que français. L'impérialisme, ce sera le monde entier. L'impérialisme, ce sera tous les pays qui ont pu développer leur industrie localement et qui ont pu avoir la capacité de pouvoir aller sur le marché international avec des produits finis. Donc, des pays qui ont pu protéger leur tissu productif local, le faire grandir pour pouvoir aussi donner au monde ce qu'ils étaient capables de produire. Aujourd'hui, pour une question de troisième mandat, l'avenir industriel de notre pays a été vendu à l'Union européenne. Avec l'adoption non seulement de l'éco, mais également avec la suppression des droits de douane sur plus de 1155 produits en provenance de l'Union européenne. Ça veut dire simplement que tous les commerces qui étaient accessibles aux petites gens, ceux qui vont vendre leurs petits fruits dans les gares, qui vont vendre dans les marchés, ceux qui vendent au bord des routes, avec le déferlement de tous ces produits européens, moins cher, pour que tout le monde puisse consommer, évidemment, tous ces petits commerces-là vont disparaître. Les petites industries que nous aurions pu construire avec nos capacités, parce qu'aujourd'hui, tout est démocratisé, nous sommes capables de pouvoir faire de la micro-industrie et pouvoir ainsi développer des secteurs productifs. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a décidé, pour des questions de troisième mandat, de faire l'impasse
sur l'industrie ivoirienne. Alors, ça y est, maintenant que l'essentiel a été obtenu par la France, maintenant, vous pouvez aller faire la réconciliation. Je parie que bientôt, les choses vont se décrisper à La Haye. Parce que justement, l'essentiel a été sécurisé. Et maintenant que l'essentiel a été sécurisé, la France peut s'excuser pour dire oui, on est désolé, vraiment, la colonisation, ça a été mauvais. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, ne vous laissez pas tuer à petit feu. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Nous ne sommes pas obligés d'accepter que nos débats électoraux soient limités à ces questions-là qui sont en train de se passer sous nos yeux. Oui, l'avion de Guillaume Soro n'a pas atterri. Oui, le débat n'est pas démocratique. Oui, et ceci et cela. L'essentiel n'est pas là. La responsabilité de la France a été engagée dans cette guerre. La France doit en tirer toutes les conséquences. La France doit pouvoir réparer. La France doit pour une fois faire face à sa responsabilité. Parce que la vie des Africains ça n'a pas le même poids que la vie de simples moutons. Je n'ai rien contre la France. En revanche, j'estime que mon pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de déterminer son propre destin. Notre pays a besoin d'être libéré.
la vie des Ivoiriens a besoin d'être respectée. La vie des Africains a besoin d'être respectée. Alors peut-être que vous vous dites, jamais la France ne pourrait accéder à ma demande. Évidemment, ça ne s'est jamais vu nulle part. Parce que quels que soient les crimes odieux qui ont été commis au cours de son histoire, la France a toujours capitalisé sur les bénéfices de ces crimes et toujours balayer du revers de la main la reconnaissance de ses victimes. Et évidemment que tant que le président Macron peut venir en Côte d'Ivoire et qu'il peut reconnaître que l'esclavage a été mauvais sans qu'il y ait d'implication, sans qu'il n'y ait de conséquences aucune, eh bien, il pourra le chanter sur tous les toits. On pourra reconnaître que l'esclavage a été un crime contre l'humanité. On pourra réparer même les esclavagistes. Mais jamais les nègres. Voilà pourquoi nous devons, mes chers compatriotes ivoiriens, africains, nous devons tirer toutes les conséquences de cet état de fait. Non pas en faisant l'impasse sur les crimes qui ont été commis, mais nous devons prendre sur nous la responsabilité de reconnaître nos victimes, de les honorer, comme il se doit. Et de montrer à la France que nous, population africaine, population de Côte d'Ivoire, accordons de la valeur à nos vies. Si la France, qui suit la scène internationale, veut prendre le leadership pour imposer la paix dans le monde, si la France
tandis qu'elle veut faire ce mouvement, elle n'est pas capable de faire face à son histoire, à sa responsabilité, à ses crimes, eh bien, nous, Africains, devons montrer à notre frère, le président N'Djé Koualé, nous devons montrer à notre cher frère le chemin de la civilisation. Nous devons honorer nos morts. Nous devons réparer nos morts. Nous n'avons plus rien à attendre de la France. Si, dans 10, 15 ans, elle veut se rattraper, se confronter à ses crimes, elle le fera à son rythme. Mais nous devons prendre la responsabilité de déterminer qui nous sommes, de déterminer notre propre valeur, la valeur que nous accordons à nos vies, à la vie de nos nations. Donc, comme je vous le disais, nous avons de grands défis qui vont se présenter à nous en cette année 2020 qui arrive. Nous avons terminé l'année 2019 sous la menace du terrorisme orchestré. Eh bien, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il va falloir nous armer de courage, d'abnégation, parce que la crise qui vient va mettre à rude épreuve nos pays. Il y aura en 2020 un Brexit. Il y aura des perturbations nombreuses qui vont avoir lieu dans cette année qui vient. Nous, Africains, nous, peuple de l'adversité, nous, peuple résilient, nous devons retrouver nos valeurs fondamentales de solidarité pour pouvoir résister, à ces difficultés qui vont s'abattre sur nous, ici en diaspora, comme aussi dans nos pays en Afrique. Voilà pourquoi, pour ce qui me concerne, je vais m'atteler à
apporter des solutions. J'ai égrené quelques-unes au début de mon intervention, mais je vais également mettre en œuvre pardon, c'est la lumière qui me fait mal aux yeux du coup. Voilà, pardon. Donc, je vais mettre en œuvre un certain nombre de solutions sur lesquelles j'ai dû travailler et qui vont nous permettre de pouvoir bénéficier d'une certaine efficacité au niveau de la gestion de notre solidarité au niveau communautaire. J'ai lancé une série de séminaires consacrés à certains domaines d'activité bien précis dans lesquels nous sommes actifs ici dans la diaspora. Le premier séminaire qui a été tenu a porté sur le thème des métiers de la communication. C'est un secteur d'activité dans lequel nous sommes très actifs. Nous avons beaucoup de professionnels qui ont des agences de communication notamment. Et c'est un domaine dans lequel nous pouvons être plus efficaces si nous arrivons à implémenter un modèle de management que j'ai eu à mettre en perspective et que j'ai appelé le management Ubuntu. Eh bien, en nous rassemblant sous la bannière de l'organisation que j'ai fondée qui s'appelle Fundi, eh bien, nous aurons la possibilité de mettre en œuvre ces outils qui vont nous permettre évidemment de pouvoir développer plus efficacement nos activités économiques sur le terrain. Je vais devoir mettre fin à mon intervention dans quelques minutes. Et juste pour vous dire, pour terminer, que pour cette année qui vient, nous aurons à relever des défis importants. Et ce n'est pas une affaire de personnes, mais c'est une affaire de collectivité, c'est une affaire d'organisation pour permettre d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité dans la gestion des problèmes auxquels nous pouvons être confrontés individuellement, que ce soit dans nos vies personnelles. Je pense notamment à nos frères, à nos sœurs qui sont en détresse. Sur l'année 2018 et 2019, j'ai été amené à participer à des activités de solidarité pour nos frères qu'on appelle les migrants qui sont à Porte de la Chapelle. C'est notre responsabilité que de devoir les aider, de devoir
non seulement venir leur donner des vêtements ou des repas, mais aussi travailler en conscience afin de pouvoir aussi les aider à pouvoir voler de leurs propres ailes en leur donnant des opportunités. Il n'y a pas que nos frères qui sont à Porte de la Chapelle. Il y a aussi, au-delà de ces frères-là, d'autres qui traversent des moments difficiles. Mais nous ne pouvons pas les aider parce que nous ne sommes pas organisés et nous n'avons pas encore, nous ne bénéficions pas de structures de solidarité qui peuvent, en complément des efforts que font les pouvoirs publics, aider ces frères-là à pouvoir se relever quand ils traversent des moments difficiles. Quand nous passons dans les transports en commun, que nous sommes dans le métro, dans le RER, ou quand nous passons dans la rue, la plupart des gens que nous voyons en détresse, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Nous devons penser à nous impliquer aux côtés, bien sûr, des pouvoirs publics, afin de pouvoir, en donnant notre temps, en donnant aussi des ressources, permettre à ces frères-là de pouvoir se relever. Donc, cette année 2020 qui arrive, je voudrais en tout cas m'investir pour que la solidarité qui, comme je l'ai dit, il y a de cela plus de 2 ans maintenant, eh bien, la solidarité, c'est la solution. Et c'est cette solidarité qui va nous permettre de pouvoir nous relever, dans le sens où en ayant les moyens de faire agir notre solidarité de façon concrète, eh bien nous pouvons améliorer l'insertion de nos frères, de nos sœurs, et pouvoir ainsi, à travers eux, permettre de relever l'image que nous avons de notre communauté, qui est l'image d'une communauté en détresse, tout simplement. Et bien sûr, les médias mainstream, comme on dit, ne se gênent jamais pour donner l'image que nous représentons au monde. Ils donnent effectivement cette image de communauté en détresse à qui veut en voir. Eh bien, nous devons être plus responsables, et c'est pour cela que je voudrais en tout cas inviter toutes les personnes qui souhaitent travailler dans cette vision-là. Eh bien, je souhaite vraiment vous inviter à venir travailler avec moi, avec nous, au sein de notre organisation que nous avons appelée Fundi. Eh bien, en cette début d'année, nous pouvons effectivement démarrer nos activités, et je veux bien sûr compter sur l'implication de vous tous afin que notre action
sur le terrain puisse porter tout son sens, mais aussi porter du fruit. Voilà, donc je veux vraiment vous remercier de m'avoir suivi. Je veux remercier encore du fond du cœur toutes ces personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et je veux vous assurer que j'ai à cœur de développer un leadership différent. Un leadership qui est non seulement collaboratif, mais un leadership qui est surtout le reflet de mon éducation africaine. J'ai eu la chance d'avoir grandi au village et ces notions de solidarité ont, dans mon enfance, pris une dimension beaucoup plus concrète qu'on pourrait l'évoquer aujourd'hui quand on entend ce mot dans notre esprit. Eh bien, pour moi, quand j'entends ce mot, ça a une résonance particulière parce que j'ai vécu dans un environnement où cette solidarité-là s'exprimait à tous les niveaux de l'organisation sociale dans la communauté dans laquelle j'ai été élevé. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai fait des études, j'ai été diplômé dans une grande école de management et face aux défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui, il m'est apparu évident que des modèles de management tels que j'ai dû voir quand j'étais petit répondent mieux aux problèmes auxquels notre société fait face aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été amené à faire la synthèse entre ce que je sais du management, ce que j'ai pu apprendre du management au cours de mon cursus académique, ce que j'ai pu apprendre aussi du management au cours de mon cursus entrepreneurial et ce que j'ai pu recevoir comme transmission de ce qu'est le management à l'africaine. Alors aujourd'hui, tout le défi pour moi, c'est de réussir à apporter à la société en général, en particulier à la communauté africaine, ce que je sais de ce type de management que nos ancêtres ont dû mettre en œuvre pour pouvoir traverser les difficultés auxquelles ils ont été amenés à surmonter au cours de notre histoire, qui, il faut bien le reconnaître, a été très, très, très compliquée, qui a été voire dévastateur. Et ce faisant, c'est aussi une façon pour moi d'impacter positivement le monde dans lequel nous vivons, parce que d'après moi, ces solutions sont aussi des solutions pour le monde et non pas seulement pour l'Afrique. Il est vrai que quand je regarde à l'horizon ce qui arrive en 2020,
je vois de nombreux défis. Mais je peux vous assurer que c'est avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de force, que je m'apprête à mon niveau à rentrer dans cette nouvelle année qui vient. C'est avec beaucoup d'énergie aussi que je veux euh, entamer cette nouvelle année politique qui va venir, parce que là aussi, il va falloir faire entendre raison. Il va falloir partager une nouvelle vision avec l'opinion publique, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale. Je veux prendre toute ma part de responsabilité sur les différents enjeux auxquels j'ai décidé personnellement, en toute responsabilité et autonomie, de me confronter. Eh bien, je veux le faire en comptant bien sûr sur toutes les personnes qui partagent cette vision qui est la mienne, qui partagent cette vision qui n'est pas que la mienne, cette vision qui est propre à ce que nous sommes en tant qu'Africains. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre temps et je vous souhaite encore une fois de passer de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon et une année de santé, de joie, de bonheur, de paix profonde et une année évidemment de prospérité. Je souhaite à notre communauté une année de prospérité collective parce que il n'y a que en nous réappropriant ce que nous sommes que nous pourrons refaire corps ensemble et que nous pourrons guérir nos membres qui sont endoloris, nos membres qui sont en détresse. Je m'adresserai à vous assez vite, certainement pour le nouvel an, mais pour l'heure, je souhaite vraiment vous dire que quoi qu'il advienne, eh bien, nous devons rester debout, nous devons faire bloc, faire corps pour que tout ce qui se passe et qui ne va pas dans le sens de nos intérêts, eh bien, nous puissions dire non et que nous puissions donner à notre destin commun la direction que nous souhaitons nous-mêmes. Voilà, c'est le sens de mon combat. Je me réjouis de constater chaque jour que je ne suis pas le seul à être dans cette vision-là. Je dis bon courage à tout le monde, bravo à tous ceux qui, au quotidien, se battent sur le terrain, que ce soit à travers des vidéos live, que ce soit à travers toutes les formes d'activisme que vous entreprenez pour que eh bien, nous puissions faire prévaloir les intérêts de l'Afrique, les intérêts
politique, économique de nos pays, eh bien, je vous dis force à chacun, force à chacune, force à nous tous. Merci, merci, merci à Kwaba, à tout le monde et à très vite. Bonsoir. Salut hôtel d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillants, ont relevé ta dignité. Terre frichère contre d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés, oui pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir serait d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la fraternité, la patrie de la vraie fraternité.